Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. L'affaire du jour nous emmène à Laredo, une ville située dans le sud du Texas, juste au bord du Rio Grande. Et qui dit Texas, sud des États-Unis, dit soleil. Quoi de mieux pour se protéger les yeux qu'une paire de lunettes Holzkern. Holzkern est une marque familiale fondée en Autriche qui crée des montres, lunettes, bijoux. Leurs produits sont fabriqués en partie avec des matériaux naturels, comme le bois. Le grain étant unique, le produit fini est donc unique. Précision écologique importante, le bois utilisé est certifié FSC, c'est-à-dire pas de déforestation. Moi qui est une fervente protectrice de l'environnement, je valide. Le catalogue Holzkern compte environ 1000 produits différents, des montres, des bijoux, des lunettes de soleil. Fonce voir leurs produits, il y en a pour tous les goûts. Regarde comment je suis magnifique avec mon bracelet assorti à mon collier et mes boucles d'oreilles. Mon degré de bogosité a augmenté de 325%. Et puisque j'ai des yeux verts magnifiques, je dois les protéger. Mes lunettes de soleil Holzkern sont assorties à ma bogosité. Holzkern en allemand, ça veut dire noyau de bois. C'est ce que représente le logo de la marque. Ça représente aussi une empreinte digitale, clin d'œil au côté unique des produits. Je t'invite à rejoindre les plus d'1 million de clients devenus heureux grâce à Holzkern. Clique sur le lien en barre de description ou en commentaire épinglé avec le code PANDA. Tu pourras bénéficier d'une réduction de 10%. Donc le Texas, c'est là qu'on se trouve pour notre affaire de ce soir. La ville de Laredo se trouve à la première borne kilométrique de l'autoroute 35, là où le Mexique s'arrête et où le Texas commence. C'est un des endroits les plus anciens de traversée de la frontière entre les USA et le Mexique, donc on comprend tout de suite que Laredo a été témoin pendant plus de 250 ans de scènes de violence, des scènes tout droit sorties des westerns, ou plutôt des scènes qui inspireront plus tard le cinéma de genre western. Aujourd'hui, la ville est plutôt calme, elle fait partie des 29% des villes les plus sûres des États-Unis. Elle compte une population totale d'environ 260 000 habitants, 95% d'entre eux sont d'origine hispanique. Laredo invite à découvrir la culture à la fois américaine, texane et mexicaine. On y parle anglais et bien sûr espagnol, les influences culinaires et l'ambiance y sont uniques, comme le sud du Texas sait bien le faire. Côté cuisine, on retrouve beaucoup d'établissements qui proposent de la cuisine mexicaine traditionnelle, tacos, enchiladas, huevos rancheros, mon petit déjeuner préféré, mais aussi beaucoup de cuisine Tex-Mex, fajitas, chili con carne, nachos, etc. Buen provecho. Ça veut dire bon appétit en espagnol. Le centre-ville héberge des lieux historiques comme la San Agustin Plaza, le musée du Rio Grande et la cathédrale de San Agustin. Puisqu'il y a un grand lac à Laredo, on y fait beaucoup d'activités aquatiques, ski nautique, bateau, pêche et autres réjouissances qui mouillent. On peut aussi faire du trail à Laredo, de la randonnée, du vélo, de la montagne et même du volleyball, du baseball et du tennis. Et c'est à Laredo que Joël et Maria décident de s'installer pour fonder leur famille. Maria Eugenia Munoz naît le 25 janvier 1989 sur l'île paradisiaque de Porto Rico. Elle naît dans une famille reconnue pour être très bruyante, pour se faire entendre entre les parents, le frère, la sœur et Maria. Faut pas avoir peur de s'abîmer les poumons. Bruyante certes, mais très aimante. Marisol et Jorge sont des parents attentionnés qui encouragent toujours leurs 3 enfants au sein de leur foyer heureux à l'atmosphère de bienveillance. Mais le bonheur ne va pas durer. La mère de famille, Marisol, décède alors que Maria devient une jeune adulte. Prévenante et dévouée, Maria devient alors la maîtresse de maison, elle s'occupe de sa sœur et de son frère, elle aide son père à payer le loyer, et en parallèle elle continue ses études, elle veut devenir infirmière. Et c'est justement pendant ses études qu'elle rencontre Joël Peyote, un étudiant qui lui aussi veut devenir infirmier, il a 11 ans de plus qu'elle. On n'a pas beaucoup d'informations sur le début de leur histoire, on sait qu'ils se marient en 2011 et que peu de temps après, ils quittent Porto Rico pour s'installer à Laredo, au Texas. Pour information, l'île de Porto Rico n'est pas un État américain et c'est pas non plus un pays indépendant, c'est plus ou moins une sorte de territoire américain, ce qui veut dire que les portoricains sont des citoyens des États-Unis d'Amérique et ce depuis 1917. Ils peuvent circuler librement dans les 50 autres États américains sans passeport, mais ils ne peuvent pas voter pour le président. Même après le déménagement du couple au Texas, Maria continue de prendre soin de son frère, de sa sœur et de son père. Joël, son mari, trouve un emploi très bien payé en tant qu'infirmier anesthésiste. Son travail se passe au bloc opératoire, il administre des médicaments avant, pendant et après une intervention chirurgicale pour aider les patients à rester endormis. Joël, il est très impliqué professionnellement, il est décrit par ses collègues comme un homme intelligent, dévoué dans son travail et aussi dans sa vie familiale. Le foyer Munoz Peyote s'installe dans une grande maison d'un quartier riche de Laredo. Maria abandonne sa carrière à l'arrivée du premier enfant du couple, Alejandro, qui sera rejoint 3 ans plus tard par un autre garçon, Valentino. Maria a pris l'habitude, au décès de sa mère, de s'occuper d'une maison, d'une famille, et elle excelle dans ce rôle de maîtresse de maison. Elle élève ses enfants, et ça permet à son mari de ne pas avoir à se soucier
du fonctionnement de la maison. Lui, il gère dehors et elle gère à l'intérieur. À 31 ans, la jeune mère au foyer ne manque pas d'idées pour s'occuper. Elle va au parc avec ses garçons, elle leur apprend à dessiner, elle leur lit des histoires et elle trouve même le temps d'apprendre toute seule à jouer du piano. Elle a quelques problèmes de santé mentale, disons à la fin des années 2010, mais à l'automne 2020, tout va mieux. Elle prévoit même de reprendre ses études et de relancer sa carrière d'infirmière. Mais le 22 septembre 2020, un peu après minuit, un appel 911 vient interrompre tous ses projets. Alert 911, what's the address of emergency? I call my wife on her phone, please. She's not breathing. She may have taken some pills. Okay, what is your address? Joël vient de retrouver sa femme Maria inconsciente. Elle aurait pris des pilules et aurait fait une overdose. L'opérateur guide Joël pendant qu'il fait un massage cardiaque dans le but de faire revenir Maria. Quand l'inspecteur Gregorio de la Cruz arrive au 200 Canyon Oak Drive, Joël vient lui ouvrir. Il porte sa tenue d'infirmier, mais il est encore en ligne avec le 911. Maria est toujours inconsciente au premier étage de la maison. Joël raconte à l'officier que sa femme était très déprimée ces derniers temps, elle a pris des pilules et elle a fait une overdose. Et alors que l'inspecteur de la Cruz tente à son tour de réanimer Maria, Joël va dans la salle de bain, il attrape une boîte de pilules dans l'armoire à pharmacie et il la montre à l'officier. Ensuite, il la pose à côté de Maria. Les urgentistes arrivent quelques minutes plus tard, ils prennent le relais sur le massage cardiaque et voyant l'état de Maria qui ne s'améliore pas, l'inspecteur de la Cruz pense qu'il est probablement trop tard. Il cherche alors la boîte de pilules et il se dit qu'elles seront importantes s'il doit y avoir une enquête. Il la cherche, mais il ne la trouve pas. Et il demande à Joël s'il sait où se trouve la boîte. Joël la jette à l'officier de la Cruz et il l'avait récupérée et il l'avait rangée dans sa poche. L'officier de la Cruz se dit tout de suite que ce comportement est étrange. Pourquoi récupérer la boîte de pilules? Pourquoi la cacher dans sa poche alors que les urgentistes et l'officier sont en train d'essayer de réanimer sa femme? Le policier inspecte la boîte de médicaments, c'est du clonazepam, un médicament délivré uniquement sur ordonnance et qu'on prescrit pour traiter l'anxiété. Une différence importante à noter entre la France et les États-Unis, c'est le packaging des médicaments. Nous, on a des boîtes cartonnées avec des plaquettes à l'intérieur. Aux USA et peut-être au Canada aussi, c'est des boîtes oranges que tu as sûrement dû voir dans des séries comme Dr House, Grey's Anatomy, etc. Sur ces boîtes, il y a toujours le nom de la personne à qui le traitement a été prescrit et le nom du médicament. Sur cette boîte, que le policier récupère, il y a le nom de Joël et pas celui de Maria. À 3h58 du matin, soit environ 3 heures après l'appel de Joël aux urgences, Maria Munoz, 31 ans, est déclarée morte à son domicile. Ses deux fils, Alejandro, 5 ans, et Valentino, 2 ans, dorment encore dans leur chambre. Ils n'ont aucune idée du drame qui se joue derrière leur porte. Dès l'arrivée des services d'urgence, l'officier de la Cruz interroge Joël. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Comment tout ça est arrivé? Et Joël raconte. On a fait l'amour, j'ai pris une douche, et après je pensais qu'elle était juste KO. Je suis remontée à l'étage, et elle était là, par terre. Joël commence à pleurer, et aussi à sérieusement transpirer. Il est en manche courte, dans un tissu assez léger, c'est le milieu de la nuit, mais Joël transpire à grosses gouttes. À côté de lui, l'officier de la Cruz, qui porte 10 kilos de matos, ne transpire pas. L'officier se dit qu'il est possible que Joël soit sous l'influence de drogue, ou alors il est peut-être extrêmement stressé. Le sergent Luis Mata rejoint l'agent de la Cruz sur les lieux. Après avoir été briefé sur la situation, le sergent décide d'ouvrir une enquête pour mort suspecte. Il ne sait pas encore si Maria est morte d'une overdose accidentelle, volontaire, ou bien si Joël est impliqué, et il veut donc fouiller les lieux au plus vite. Et pour ce faire, il lui faut la permission de Joël. Mais Joël, alors soi-disant que c'est un homme très privé, il ne veut pas que sa maison soit fouillée. Comment c'est possible de penser à ce genre de choses alors qu'on vient de t'annoncer la mort de ta femme, la mère de tes 2 enfants? Le sergent Mata ne compte pas se laisser faire et il répond que si Joël refuse, il va impliquer le procureur, obtenir un mandat et fouiller quand même. Joël cède et il donne son accord pour la perquisition, enfin pour la fouille de sa maison. Le sergent Mata, qui a beaucoup de questions, décide d'emmener Joël au commissariat le soir même, enfin ce matin même, pour procéder à un petit interrogatoire pendant que les équipes de la police scientifique fouillent son domicile. Arrivé au commissariat, Joël est installé seul dans une pièce en attendant que son interrogatoire commence. Les caméras à l'intérieur du commissariat le filment en train de pleurer, de crier et de frapper les murs et pousser les meubles. Il fait un tel boucan que le commissariat tout entier l'entend et se demande ce qui est en train de se passer. Il arrive à inquiéter les collègues au standard qui ne comprennent pas d'où viennent ce vacarme. Vers 4 heures du matin, l'interrogatoire de Joël commence et d'un coup,
Joël ne sait plus ce qu'il s'est passé, il n'est pas sûr à 100%. Il raconte que c'est lui qui donne à Maria le flacon de clonazepam qui lui est normalement prescrit à lui. Mais il ne sait pas combien de pilules il y a dans la boîte avant le drame. Le sergent Mata lui demande « Raconte-moi ce qui s'est passé quand tu es arrivé, qu'est-ce que tu as fait ?» Joël est incapable de répondre, il réfléchit mais il ne se rappelle pas. Le sergent lui rappelle alors ses premières déclarations, la douche, ils ont fait l'amour, la découverte de Maria inconsciente, une dizaine de minutes plus tard. Et c'est en effet la première déclaration que Joël fait à l'officier de la Cruz. Et Joël va faire le perroquet. Il répète cette version, mais maintenant il n'est plus sûr à 100% de pouvoir confirmer le délai de 10 minutes entre la fin de sa douche et la découverte de Maria inconsciente par terre. Quoi qu'il arrive, sa version des faits ne colle pas. Quand une personne ordinaire se douche, on retrouve une salle de bain mouillée, de la vapeur, de la condensation, une odeur de savon, de shampoing. Au moment où les autorités arrivent sur place, la salle de bain n'a clairement pas été utilisée récemment. Elle est sèche comme un désert. Et il y a deux autres éléments étranges que la police relève. C'est la position et la pièce dans laquelle se trouve Maria à l'arrivée des urgentistes. Elle n'est pas dans la chambre dans laquelle Joël dit qu'elle a fait son malaise, elle est en haut des escaliers. Et Joël avoue que c'est lui qui l'a déplacée sur quelques mètres pour qu'elle soit plus facilement accessible aux urgentistes. Le reste de l'interrogatoire ne donne pas grand-chose, Joël est relâché. Et pendant qu'il est au commissariat, c'est une amie proche de Maria, Angela Montoya, et son mari Luis Ayala, qui se rendent chez les Munoz et Peyote pour s'occuper des enfants. Et le couple a des choses à dire à propos de Maria et Joël. Luis, qui est un collègue de Joël, va raconter que le physique de Joël a changé sur ces 2 dernières années. Il a perdu beaucoup de poids, il a commencé à prendre du muscle, il est plus amical avec les femmes, et il flirte même. Ce qui n'est sans nous rappeler un certain Chris Watts. Le père de famille, qui est connu pour se vanter de sa femme et de ses enfants, voit aussi sa personnalité évoluer, en quelque sorte. Sur les réseaux sociaux, ses amis remarquent qu'il supprime les photos de sa femme Maria, il poste des photos de lui seul, sans Maria, et même sans les enfants. Il se comporte comme s'il était célibataire. Les amis du couple parlent aussi de changements plus profonds. En 2018, à peu près au moment où Maria donne naissance au deuxième fils du couple, Valentino, elle découvre un billet d'avion pour un voyage multidestination en Europe, Espagne, France et Grèce. Et ce voyage, Maria, elle n'en a pas vu la couleur, elle n'en verra jamais la couleur. Et en effet, c'est pas elle, sa femme, qui est invitée, mais une collègue de Joël. C'est comme ça que Maria découvre que son mari la trompe. Leurs 10 ans de mariage viennent de partir en fumée à la découverte de ses billets d'avion. Maria tombe alors dans une forte dépression. Un médecin lui prescrit des médicaments pour l'aider. Elle se met aussi à écrire fréquemment dans son journal intime sur les désillusions de son mariage, ses émotions, ses projets de vie. Les enquêteurs découvrent pendant les fouilles de la maison les journaux intimes de Maria Munoz. Elle y décrit ce qui se passe dans sa vie. On y découvre qu'elle aime son mari, elle veut garder sa famille unie. Elle écrit par exemple le 4 septembre 2020 « Tellement de douleur, c'est un crève-cœur que j'endure depuis 2 ans et rien ne change. La situation empire même. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Plus le temps passe et moins je pense qu'on peut se retrouver et reconstruire notre famille. Mes enfants ont déjà tellement de peine. Joël, s'il te plaît, aide-moi. Je ne veux plus avoir mal. Je t'en supplie, fais des efforts. Je ne peux plus supporter cette situation. Je veux être une bonne mère. » Maria va aussi faire une liste de ses plus grandes craintes. Voici ce qu'elle écrit. « Mes peurs sont 1. Perdre ma famille. 2. Perdre mon mari. 3. Causer du tort ou traumatiser mes enfants. Et 4. Prendre la mauvaise décision. » Et ailleurs, elle écrit « Mon cœur me dit une chose, ma raison m'en dit une autre. Je suis dans une bataille constante, une vraie lutte. Je veux que ça s'arrête. Mon futur est incertain, mon passé me hante, mon présent est confus. Dieu entend mes pleurs, voit mes larmes, ressent ma peine. Amène-moi les rires, amène-moi la paix, rends-moi mon bonheur. Je ne veux plus être triste, je ne veux plus que mon cœur ait mal, je ne veux plus que mon esprit soit torturé, je t'en supplie, Seigneur. » Et dans d'autres pages, Maria écrit « Seigneur, ça fait beaucoup pour moi, tout ce que je veux vraiment, c'est voir un changement en lui. » Elle croit que Joël peut changer, qu'il peut se reconcentrer sur leur mariage et que sa foi peut l'aider à réparer les erreurs de Joël. Et Joël lui fait croire qu'il a la foi en Dieu lui aussi et que leur couple peut avancer. Il l'emmène à Las Vegas pour un voyage en amoureux où il la couvre de cadeaux, dont un sac Louis Vuitton. Joël tente de se racheter auprès de sa femme avec des promesses, des voyages, des cadeaux, mais monsieur continue de voir Janet dans son dos. Janet, la collègue maîtresse. Joël va même faire des aveux chocs pendant son interrogatoire. Il avoue qu'il ne vit plus au domicile familial, mais avec sa petite amie Janet Arredondo. Maria et lui sont séparés depuis plusieurs mois, mais du coup, cette histoire de faire l'amour et de prendre une douche juste après, dans la maison familiale, le soir de la mort de Maria, est-ce que c'était un mensonge
pour ne pas avoir la police sur le dos, ou au moins pour maintenir les apparences? La réponse dans 2 minutes. Penchons-nous sur Janet, la maîtresse. Janet Arredondo est infirmière en chirurgie, elle travaille dans le même hôpital que Joël. Et c'est là que les deux se rencontrent en 2018. Et on se souvient, 2018, c'est l'année de la naissance de Valentino, le deuxième enfant de Maria et Joël. C'est vrai que ça doit être difficile de supporter la mère de ses gosses et la vie de famille avec 2 enfants en bas âge. Le pauvre Joël avait probablement besoin d'un petit casse-dalle, d'un petit à côté, pour avoir l'énergie d'être un père et un mari dévoué. Et puisque c'est elle qui lui donne de l'énergie, c'est Janet, la maîtresse, qui aura droit à ce magnifique voyage en Europe. Maria accorde seconde chance après seconde chance à son mari, il ne quitte jamais sa maîtresse, même quand il le promet. Il s'épanouit parfaitement dans ce plaisir adultère. Il s'implique sérieusement avec Janet et ils se disent même amoureux. Pendant son interrogatoire, Joël raconte au sergent Mata qu'il est avec Janet depuis 2 ans. Et il explique aussi qu'il vit avec elle depuis 5 mois, au moment de la mort de Maria. Selon Joël, quand Maria apprend son infidélité, ils en discutent et ils se décident sur une séparation. Joël emménage presque immédiatement avec Janet. Mais du coup, cette histoire de faire l'amour et de prendre une douche dans la maison familiale le soir de la mort de Maria, encore une fois, ça ne tient pas la route. Janet est à son tour interrogée par la police. Elle semble étonnée quand le sergent Mata lui dit qu'il est possible que Maria ait fait une overdose. Selon elle, Maria ne prend pas de drogue ou même de médicaments. Joël lui dit qu'elle était très déprimée, mais elle est quand même surprise qu'elle soit morte, et d'autant plus surprise que ce soit arrivé dans ces conditions. Janet ne dira rien de plus à la police, ou en tout cas rien de plus qui soit d'intérêt pour eux. Par contre, c'est Angela, l'amie de Maria, qui va raconter à la police une histoire intéressante. Le 19 septembre, donc le samedi précédant la mort de Maria, les tensions du couple atteignent leur paroxysme. Maria circule en voiture et elle aperçoit la voiture de Joël garée devant chez Janet. Son sang ne fait qu'un tour, et on la comprend, elle essaie depuis 2 ans de reconstruire sa famille et son couple, et elle tombe sur la voiture de son mari. Maria décide de confronter Joël. Sur les images de la caméra de la porte d'entrée de la maison de Janet, on la voit se garer, sortir de son véhicule et sonner. Personne ne lui ouvre. Maria appelle alors Joël et lui lance un ultimatum. Maintenant, tu choisis, c'est elle ou moi. Et ce Hmar de Joël, il répond, je choisis Janet. On ne sait pas trop comment, mais la situation dégénère et Janet finit par appeler la police. Quand un officier arrive, Joël et Maria sont déjà partis. L'officier appelle Maria et quand elle décroche, on entend Joël derrière elle dire « Eh putain, je te parle là, raccroche ton putain de téléphone ». Maria raccroche. Elle racontera plus tard à son amie Angela qu'à ce moment, Joël s'énerve de plus belle et il est tellement en colère qu'il devient violent, il donne un coup sur le pare-brise de la voiture. Et c'est un coup d'une telle violence que le pare-brise se fend. Le lendemain, Maria envoie un message à Joël pour lui dire qu'elle veut engager un avocat et en finir avec cette situation qui la rend malheureuse. On peut le faire avec l'intervention minimale d'un avocat, répond Joël, c'est trop cher. Quelques heures plus tard, son ton change, il devient plus doux, plus émotif. Il envoie un email dans lequel il écrit à Maria « Je suis tellement triste, j'ai mal au cœur, je veux qu'on se pose et qu'on parle, sans se disputer, juste une discussion. » à cœur ouvert. Il convient de se retrouver le lundi soir pour échanger et essayer de trouver une solution à l'amiable. Avant l'arrivée de Joël, le lundi en question, Maria envoie un message à son amie Yasmine Martinez. Elle lui demande de prier pour elle. « Je te demande juste de prier pour moi, dit-elle, ce soir avec Joël, on doit se voir et parler. » Et à ce moment-là, Yasmine ne se dit pas du tout que Maria est en danger, elle espère juste une conversation honnête avec Joël et qui permettrait à son amie de reprendre le cours de sa vie et de trouver le bonheur avec ces 2 garçons. Le couple convient de se parler le lundi soir. Maria meurt dans la nuit de lundi à mardi. La discussion n'a pas dû bien se passer. Joël explique au sergent Mata, pendant son interrogatoire, que Maria a dû prendre le clonazepam après leur conversation et la discussion lui aurait brisé le cœur. Selon lui, elle ne supporte pas d'imaginer qu'ils doivent divorcer, elle ne se voit pas aller de l'avant sans lui, sans Joël. Mais si la conclusion de cette discussion c'est le divorce, alors cette histoire de faire l'amour et de prendre une douche dans la maison, encore une fois, c'est hyper chelou, ça tient pas la route. Sans parler de l'arrogance du mec, elle m'aime tellement qu'elle peut pas vivre sans moi, donc elle s'est donné la mort. Alors qu'elle a 2 enfants qu'elle aime par-dessus tout. Alors qu'il la trompe depuis 2 ans et qu'il ne vit plus avec sa famille depuis plusieurs mois. Alors en soi c'est possible, mais bon, j'y crois pas. Et d'ailleurs, le sergent Mata n'y croit pas non plus. Il sent bien que Joël mène la police en bateau, en tout cas il essaye, il ne leur dit pas tout, il est peut-être plus impliqué que ce qu'il veut bien avouer. Et c'est l'autopsie de Maria qui fera avancer l'enquête d'un grand pas. Et on parle d'une enquête assez express, parce que les premiers résultats d'autopsie vont arriver 8 heures seulement après la mort de Maria. Alors que Joël soutient dès le début que sa femme a fait une overdose de clonazepam, le médecin légiste, lui, ne trouve aucun résidu
de cette pilule dans l'estomac de Maria. Pas la moindre trace de clonazepam. Par contre, une lésion est découverte sur le corps de Maria et elle intrigue à la fois le médecin légiste et les enquêteurs. Cette lésion, c'est une petite marque, un tout petit point entouré d'un bleu sur son bras droit. Ça ressemble à une marque de piqûre ou d'épingle sur le pli du coude, le genre de marque que pourrait laisser une aiguille après une prise de sang ou après une injection. Le rapport de cette première autopsie indique que Maria est morte des suites d'une intoxication médicamenteuse mixte. Le médecin légiste ne peut pas dire comment les médicaments sont entrés dans son organisme, ni de quel médicament exactement il s'agit. Mais la possibilité que Maria se soit dévivantée est vite rejetée. La veille de sa mort, Maria écrit dans son journal « Qu'est-ce que je veux ? Avancer ». Quand le docteur John Hutzinger, anesthésiste et ancien patron de Joel, entend les résultats de l'autopsie, ses dents se mettent à grincer. Il conseille au sergent Mata de faire conduire une analyse toxicologique détaillée pour déterminer les substances liées à la mort de Maria et comment elles ont été administrées. Les résultats de la toxicologie détaillée du corps de Maria vont tomber 8 mois après sa mort. Et à ce moment, certains des éléments relevés pendant la perquisition vont prendre un sens différent. Alors que la première autopsie relève l'absence de clonazepam, le rapport toxicologique complet, lui, va révéler 7 substances dans le corps de Maria. Les examens répondent positifs à la morphine, au démérol, au Versed, au propofol, à la kétamine, à la lidocaïne et au narcan. La morphine, le plus connu des 7, c'est un opiacé, tout le monde connaît, pas besoin de faire les présentations. Le démérol, c'est aussi un opioïde synthétique utilisé dans le traitement de la douleur modérée à forte. La surdose peut entraîner une dépression respiratoire, une somnolence évoluant vers la stupeur ou le coma, et dans certains cas, un œdème pulmonaire, une hypotension, une obstruction partielle ou complète des voies respiratoires, et comme tous les opioïdes, la mort. Le Versed fait partie de la famille des benzodiazépines, c'est un agent anesthésique actif administré aux patients avant et pendant les interventions chirurgicales. Comme le Xanax, il peut être utilisé pour traiter l'anxiété, les crises de panique et les troubles anxieux. La surdose entraîne une dépression, voire un arrêt respiratoire. Le propofol est un anesthésique, celui qui a tué Michael Jackson. Il est utilisé dans l'induction du sommeil dans le processus d'anesthésie et peut également être utilisé en tant que sédatif pour abaisser le niveau de conscience sans endormir totalement. La surdose peut entraîner une dépression respiratoire et cardiovasculaire, et bien sûr un arrêt cardiaque. La kétamine produit un sentiment de détachement ou de dissociation de l'esprit et du corps. Elle fait en sorte que le cerveau ne reçoive plus les messages nerveux de douleur, elle accroît la fréquence cardiaque et la tension artérielle. La surdose peut entraîner un risque accru d'AVC ou de crise cardiaque. La lidocaïne, c'est un médicament utilisé dans le traitement de la douleur. Elle est souvent utilisée comme anesthésique pour engourdir une zone du corps. La surdose peut entraîner des convulsions, une dépression respiratoire, voire un arrêt cardiaque. Et on finit avec le narcan. C'est un antidote spécifique aux opioïdes. Ça paraît absurde, mais c'est un antidote. La substance existe en ampoule à injecter ou en spray nasal et elle renverse temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes. Ça peut sauver la vie en cas d'overdose et c'est fourni et utilisé par les associations d'aide aux personnes addictes dans les zones dévastées par les opioïdes. La plupart de ces médicaments sont donc généralement utilisés pendant une intervention chirurgicale, des substances auxquelles un infirmier anesthésiste aurait accès. Tiens donc, lorsque l'ancien patron de Joel, le docteur John Hutzinger, voit la liste des substances trouvées, il est surpris par un médicament en particulier, le propofol. Il ne peut être administré que par injection. Il y en a tellement dans l'organisme de Maria que ça lui aurait forcément provoqué un arrêt respiratoire, dira le docteur Hutzinger. Et là, pour le sergent Mata et l'inspecteur de la Cruz, ça fait ding ding ding. Lors de la perquisition de la maison de Maria et Joel, un cathéter à aiguille, le type utilisé pour les perfusions intraveineuses, est découvert dans l'escalier. Les enquêteurs découvrent aussi un emballage de seringues, des seringues et du matériel pour intraveineuse dans un sac médical. Joel a une explication à donner à la police. Ce matériel, il s'en sert pour lui-même. Monsieur s'injecte des stéroïdes pour avoir des gros muscles. Et il va même dire ça à un officier en tapant son biceps. Alors d'accord, tu t'injectes des stéroïdes, par contre, dans le bras de ta femme, pourquoi on trouve aussi une marque de piqûre? L'attitude de Joel le soir de l'incident, la boîte de pilules qu'il cherche à cacher, les causes du décès qui ne collent pas avec sa version des faits, ses mensonges constants depuis le début, le journal intime de Maria, la dispute, la demande de divorce, les substances retrouvées dans le corps de Maria,
ça fait beaucoup d'incohérences et de mensonges. Mais c'est pas tout. Après l'avoir trouvée inconsciente, on se rappelle que Joël traîne Maria sur plus de 5 mètres, il la sort de la chambre principale et l'amène près de l'escalier avant d'appeler les secours et de commencer à lui faire le massage cardiaque. Ça aussi, ça fait partie des éléments que la police va considérer comme bizarres. Il n'y a aucune trace de rapport intime, encore un mensonge, aucune trace de douche prise, encore un mensonge. Joël parle d'un état dépressif et ce depuis un moment, mais il n'y a aucune preuve de tendance à vouloir se dévivanter. Dans le journal intime de Maria, son journal indique même le contraire, elle a des projets pour l'avenir. Joël dit également à la police que Maria buvait quotidiennement de l'alcool et qu'elle prenait des bonbons thérapeutiques, des nounours au cannabis, mais il n'y a aucune trace de ces deux substances dans son corps. Et dernier élément, mais pas des moindres, après la mort de Maria, le 25 septembre, Joël réactive le téléphone de Maria et le 26 septembre, Angela prend un screenshot alors que le cloud de Maria est en train d'être supprimé. Pourquoi vouloir supprimer le cloud de ta femme qui vient de mourir? On imagine qu'on voudrait au contraire le garder précieusement, ce cloud, ne serait-ce que pour toutes les photos et vidéos qu'elle devait avoir de leurs 2 enfants. Et finalement, le meilleur témoin dans cette affaire, et sur tous les plans, c'est Maria elle-même. Ce qui est triste, c'est de savoir qu'elle devait se sentir menacée. 4 mois avant sa mort, elle filme en cachette une dispute du couple dans leur voiture et elle demande à Joël: je veux savoir ce que tu attends de moi. Quelles sont tes attentes par rapport à ça, par rapport à notre mariage, notre couple? Et on n'a pas de réponse de la part de Joël. Mais plus tard, pendant la dispute, Maria lui dit: sors de la voiture, c'est fini, on divorce. Et Joël lui répond: ok, très bien, comme tu veux. Il sort en claquant la porte. On sent déjà un couple au bout du rouleau, une Maria prête à discuter, à comprendre, à essayer, et un Joël fermé, fuyant, qui ne fait aucun effort. Les autorités obtiennent un mandat d'arrêt et c'est l'agent de la Cruz qui avait tenté de sauver la vie de Maria qui retourne au domicile de Joël pour procéder à son arrestation. Il frappe à la porte, il s'annonce, Joël sort, il met ses mains dans son dos, calmement, il ne résiste pas. Il demande simplement à appeler son avocat. Joël est accusé d'être impliqué dans la mort de Maria. Il est désormais en état d'arrestation. Les autorités convoquent à nouveau sa maîtresse, Janet. Et si elle en savait plus que ce qu'elle a partagé pendant son premier interrogatoire? Janet vient accompagnée d'avocats, et cette fois-ci, elle est prête à parler, et elle a des choses à dire. Elle avoue que Joël prend souvent des substances à des fins récréatives, il lui arrive d'avoir sur lui de la kétamine, de la morphine, de la lidocaïne, du fentanyl, et aussi d'autres substances. Voilà, c'est un cocktail super sympa. Heureusement qu'il est professionnel de l'anesthésie, parce que c'est un coup à y laisser son rythme cardiaque. Janet raconte qu'elle l'a aussi déjà vu avec du Versed et du Propofol. Et elle continue les confessions, elle explique que Joël lui raconte la nuit, Maria est morte. Il raconte à sa maîtresse qu'il retrouve Maria dans la maison familiale, comme convenu, pour avoir une conversation à cœur ouvert. Apparemment, Maria perd son calme, elle s'emporte complètement, elle perd pied, et pour la calmer, Joël lui fait une injection. Il se débarrasse du matériel médical utilisé pour injecter Maria avant l'arrivée des secours, et puisque le mec est polyvalent, en même temps qu'il fait tout ça, il demande à Janet de supprimer les images de la caméra de la porte, tu sais, les images où on voit Maria frapper et demander à son mari de sortir de chez sa maîtresse. Avez-vous joué un rôle dans la mort de Maria? Demande le sergent Matin, et Janet répond que non. Elle se voit alors proposer un marché. Si elle témoigne au procès de Joël contre lui, elle bénéficie d'une immunité sur toutes les poursuites. Les déclarations de ce deuxième interrogatoire de Janet font passer l'affaire à la vitesse supérieure. Le procureur, Isidro Alanis, sélectionne une équipe d'avocats chevronnés pour représenter l'accusation et rendre justice à Maria, apporter la paix à ses proches. Une équipe 100% constituée de femmes. Catherine Rios, Ana Karen Garza, Cristal Calderon est dirigée par Marisela Jacaman. Le procureur demande un mandat d'arrêt pour la deuxième arrestation de Joël Peyote. On le récupère alors qu'il est en liberté sous caution. Il est arrêté pour la seconde fois et en plus du meurtre de Maria, il est aussi accusé de falsification de preuves. Encore une fois, il paie sa caution et il sort de prison. Il attend son procès, assigné à domicile avec un bracelet électronique. Le procès pour le meurtre de Maria Munoz s'ouvre le lundi 20 mars 2023, soit 2 ans et demi après sa mort. C'est un procès à charge contre Joël Peyote. Marisela Jacaman, à la tête de l'accusation, déclare à l'ouverture du procès: les preuves démontreront que Joël Peyote avait le mobile, il avait l'intention et il avait les moyens de tuer Maria. Les avocates de l'accusation, qu'on surnomme la team Maria, présentent 15 témoins pour prouver au jury que Joël orchestre méthodiquement et intentionnellement
le meurtre de sa femme Maria, et que la mère et l'épouse dévouée souffrent énormément au cours des mois qui précèdent sa mort. Maricela Jackman dit qu'il s'agit tout simplement d'un cas de violence conjugale, de relations de pouvoir et d'emprise. Maria est victime de violences psychologiques, elle n'a aucun poids, aucun pouvoir au sein de son couple, et ses écrits l'illustrent parfaitement. La vie est tellement injuste. Mon mari, l'homme que j'aime tant, me fait tellement de mal. Les procureurs pensent que les sédatifs, kétamine, Versed, morphine et Démérol, font partie du plan de Joël. Il fait avaler à sa femme une partie de ces produits dans une boisson, probablement le café dont elle raffole, pour lui faire perdre conscience. Ensuite, il lui injecte le cocktail mortel dans le bras et il attend assez longtemps pour rappeler le 911 afin que les premiers intervenants n'aient aucune chance de la réanimer. Le médecin légiste du comté de Webb, la docteure Corinne Stern, attribue le décès aux 7 substances retrouvées dans l'organisme de Maria. Joël a pu avoir accès aux médicaments à l'hôpital, évidemment, il y travaille, et le témoin vedette de ce procès, ce sera Janet Arredondo. La maîtresse vient raconter au jury ce qu'elle a partagé avec la police. Leur liaison, le divorce, la confession de l'injection, la demande de suppression des vidéos de la caméra de surveillance de sa porte, la possession de substances. L'officier de la Croze, le premier à arriver sur les lieux du crime, vient témoigner, lui aussi, et l'attitude de Joël ce soir-là, les images de sa bodycam sont également présentées. Reynaldo Vélis, un des ambulanciers, raconte qu'à son arrivée sur les lieux, Maria est déjà très pâle, froide, et son cœur ne bat plus. Il note aussi que ses pupilles sont très dilatées, ce qui peut être attribué à une mort cérébrale et aussi aux substances identifiées plus tard dans l'organisme de Maria. Le sergent Mata vient également à la barre. Il déconstruit une à une les versions de Joël. Marisol Munoz, la sœur de Maria, prend également la parole. Elle dit qu'elle remarque un changement dans le comportement de sa sœur depuis le début de son mariage avec Joël. Peu de temps avant sa mort, Maria demande à Marisol de venir la chercher, de lui acheter un billet d'avion et de la ramener chez elle à Porto Rico auprès de sa famille. Marisol déclare aussi que Joël a menti quant à la demande de Maria d'être incinérée. Depuis que leur mère est morte, Maria a toujours exprimé le souhait d'être enterrée près de sa mère, et ça, tout le monde le sait. Le témoin le plus important à ce procès, ce sera Maria elle-même. Ses derniers écrits révèlent une femme déçue, résignée, et à la fin, une femme impatiente de passer à autre chose. La veille de sa mort, elle écrit « Qu'est-ce que je veux ? Avancer ». La team Maria conclut. Maria n'était pas un morceau de papier, c'était un être humain. Elle aimait Joël et lui en a profité. Il a choisi sa petite amie Janet. Maria allait se retirer du mariage, alors il l'a tuée. Joël Peyote est coupable du meurtre de Maria Munoz et de la falsification de preuves. Fin de citation. Joël insiste sur le fait que Maria et lui consomment tous les deux de l'herbe. Maria est dépressive, alcoolique, elle boit de la vodka, du vin, elle consomme régulièrement des nounours au cannabis, mais les rapports toxicologiques sont formels, ils ne démontrent aucune trace dans l'organisme de Maria. Alors comment se positionne la défense par rapport à ça? Que vont dire les avocats de Joël pour défendre leur client? Et écoute bien parce que c'est presque drôle. La défense admet que Joël a fait une injection à Maria, mais c'est pas du tout ce qu'on croit. Il ne cherchait pas à la tuer, non. En fait, il a tenté de la sauver. L'avocat de Joël, Roberto Balli, raconte que le couple est toxicomane. Maria, terriblement déprimée, elle pense à mettre fin à ses jours. Et là, on va soigneusement sélectionner des extraits du journal intime de Maria hors contexte et les présenter comme preuve que Maria traverse des montagnes russes émotionnelles et que son mari n'est pas le prince charmant qu'elle avait épousé autrefois. Selon l'avocat de Joël, Maria ne supporte pas que son mariage vole en éclats et c'est pour ça qu'elle décide de mettre fin à ses jours, sans penser à ses 2 petits garçons qu'elle aime par-dessus tout. Un témoin est appelé à la barre pour soutenir cette thèse. Yarelis Tapanes, une amie de Maria. Des messages échangés entre les 2 femmes sont présentés au jury. Maria parle explicitement dans ses SMS de sa relation avec Joël et sa consommation d'alcool. Yarelis raconte que les discussions avec Maria sont des montagnes russes émotionnelles, c'est pas pour rien que la défense a utilisé cette formulation, et elle dit aussi que Maria parle ouvertement de sa dépression. Mais cette dépression n'est pas un secret, elle est même suivie et traitée. Pourtant, aucun médecin ne détecte chez la jeune femme des tendances de dévivantation. Donc selon la défense, Joël n'a aucunement l'intention de tuer sa femme, et la preuve se trouve justement dans ce rapport de toxicologie. Joël donne des anesthésiants à sa femme, c'est vrai, pour la calmer, mais quand il la trouve inconsciente, il lui injecte du Narcan pour justement inverser une surdose d'opioïdes et la sauver. Son avocat Roberto Balli dit au procès « Quelqu'un a essayé de la ramener à la vie, et ce n'était pas les ambulanciers, ce n'était pas la police, c'était Joël. Il ne voulait donc pas sa mort, ce fut un terrible accident. » Selon la défense, la mort de Maria est un accident causé par une combinaison de ce que Maria a pris et des médicaments que Joël lui a injectés dans le seul but
de la calmer. L'avocat va même montrer les images de la bodycam de l'officier de la Cruz, images que je ne peux pas te montrer ici parce que c'est quand même assez violent, mais sur ces images, et d'après l'avocat de la défense, on y voit Joël s'acharner pour réanimer sa femme. La mère de Joël est appelée à la barre, elle aussi. Elle déclare au juré que son fils est innocent. Elle considérait Maria comme sa fille. Elle était au courant de la tromperie, et elle a même rencontré Janet. Par contre, les problèmes de substance de son fils, elle n'est pas du tout au courant. Une conversation d'elle et Joël, alors qu'il est en détention provisoire, est écoutée, et on y entend Joël poser des questions sur la couverture médiatique de son affaire. Il demande également à sa mère de supprimer une publication Facebook qu'il a faite lui-même, et lui demande aussi de supprimer le compte Facebook de Maria. Sa mère dira ne pas avoir donné suite à cette demande. L'accusation et l'État du Texas demandent une peine à perpétuité pour le meurtre de Maria, ainsi que 10 ans supplémentaires pour falsification de preuves et 10 000 $ en réparation. La défense demande 5 ans. Il faut bien qu'il retrouve sa maîtresse. Le 30 mars 2023, après 9 jours de procès et 2 heures de délibération, le jury déclare Joël Peyote coupable du meurtre de Maria Munoz et de falsification des preuves. Il est condamné à la prison à perpétuité et il sera éligible à la libération conditionnelle en mars 2053. Il aura alors 75 ans. Du coup, je doute que Janet l'attende. Karina Rios, une des avocates de la team Maria, dira « Je pense que parfois les pires blessures ne laissent pas de traces, les blessures dans votre cœur, dans votre esprit. Nous n'avons jamais pu les voir sur Maria, mais elle nous en a parlé. Elle portait sur elle beaucoup de cicatrices de cette relation. Le mobile de Joël, c'est bête, mais c'était l'argent. Il a assassiné Maria, la mère de ses enfants, parce qu'il ne voulait pas payer pour le divorce et partager les biens. Et pour information, les 2 garçons de Maria, Alejandro et Valentino, sont recueillis par les services de protection de l'enfance pendant un moment et ils vivent maintenant avec leur grand-mère paternelle au Texas. Janet Arredondo, la maîtresse, dans tout ça, où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Alors a priori, elle est toujours infirmière, en fonction. Elle dit ne pas avoir été en contact avec Joël depuis septembre 2020, soit quelques heures après l'incident. Elle n'a pas cherché à le contacter depuis qu'elle a appris qu'il était probablement impliqué dans la mort de Maria. Pour conclure, j'ai une question, et ça va paraître sarcastique, mais je te jure que c'est une vraie question que je me pose. Les meufs qui prennent des mecs mariés, ou les mecs qui convoitent des femmes mariées. En fait, une fois que vous avez la personne, je sais pas, vous n'êtes pas dans le doute? Genre, si la personne, elle est capable de trahir, mentir, tromper la personne à laquelle elle a promis fidélité devant souvent Dieu, devant toute la famille, devant tous les amis, je sais pas, à aucun moment tu te dis, il l'a trompée elle, mère de leur gosse, dans 10 ans, peut-être il va me faire la même chose. C'est une vraie question sérieuse, et oui, je sais bien que tromper une fois, ça veut pas dire tromper toujours, mais c'est une vraie question que je me pose, donc merci de répondre, comme toujours, dans le respect. Et pour finir, je remercie encore le sponsor de cette vidéo, Allscairn. N'oublie pas de cliquer sur le lien en barre de description ou en commentaire épinglé pour bénéficier d'une réduction de 10% avec le code PANDA. Merci d'être resté jusqu'à la fin, merci aux personnes qui sont abonnées, et merci beaucoup à celles qui ont une subscription, comment on dit, un membership sur ma chaîne, et aux personnes qui prennent le temps de laisser un commentaire, ça m'aide énormément, merci, vous êtes les meilleurs. C'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.